Salut à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo YouTube. Alors c'est vrai, vous avez l'habitude plutôt de me voir sur TikTok, Instagram et sur du format court. Mais pour 2024 qui arrive à très grands pas, on a eu envie avec toute l'équipe Thibaut Crypto de vous proposer aussi un format long pour que vous puissiez connaître aussi les coulisses, nos investissements et comment ça se passe en backup. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous avez tous les liens pour nous retrouver sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent juste ici en description. Comme vous le savez peut-être, j'ai l'habitude d'envoyer une fois par semaine en tirant au sort une personne dans mon canal Instagram en partageant mes bénéfices pour justement mettre en avant les personnes du canal Instagram. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin, il y a une très grosse surprise qui vous attend. Alors pour commencer, j'ai d'ailleurs une annonce à vous faire ou plutôt un aveu. C'est vrai, je n'ai pas été forcément transparent à 100% avec vous jusqu'à aujourd'hui. J'ai décidé de faire ce podcast pour rétablir une vérité et pour pouvoir commencer 2024 avec YouTube dans des conditions saines. Alors peut-être que ça fera des déçus, peut-être que ça fera des excités parmi vous de l'autre côté de la caméra, mais j'ai décidé que 2024 devait être une année de changement pour toute l'équipe Thibaut Crypto. J'aimerais vous présenter une personne aujourd'hui pour cette première vidéo YouTube. Rami, est-ce que tu peux rentrer s'il te plaît? Yes. Salut tout le monde. Bienvenue Rami. Alors, pour présenter un petit peu Rami, c'est mon associé depuis le tout début de l'aventure. C'est avec lui que j'ai fondé et que j'ai bâti mon groupe privé, investisseurcrypto.fr, Thibaut Crypto, le centre de minage et j'en passe. Il est là vraiment depuis le tout début avec moi à mes côtés pour m'accompagner. C'est vrai que certains l'ont peut-être déjà vu sur des plateaux télé, durant des conférences qu'on a pu faire, mais par contre, il est très peu visible sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on l'appelle un petit peu l'homme de l'ombre, si je peux dire, avec toute l'équipe. Donc le but, vous l'avez compris, c'est que durant ce premier épisode de podcast, on puisse introduire Rami, ce génie de la crypto comme je l'appelle assez souvent. C'est aussi un early investor avec moi, il a investi depuis un très long moment et il a pu m'aider à développer toute cette communauté. Donc merci à tous aussi ceux qui peuvent nous regarder. Aujourd'hui, il faut comprendre que Rami, c'est vraiment le deuxième cerveau de Thibaut Crypto. Alors dis-moi Rami, est-ce que ça va et qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté de la caméra aujourd'hui? Écoute, ça fait plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation. Moi, j'aime bien participer à nos différents projets, comme tu as pu le dire. Et écoute, on cherchait une petite manière de me mettre un peu en avant. Donc, je pense que ce podcast et la chaîne YouTube, ça va être une bonne excuse. De base, on voulait peut-être te mettre en avant sur d'autres plateformes. Après, tu as commencé avec moi à fond dans les conférences, on s'y est pris. Et on s'est dit, pourquoi pas au final t'introduire après sur YouTube avec moi pour que tu puisses apporter aussi tout le savoir, comme tu as pu le faire, même si tu étais dans l'ombre, tout le savoir que tu peux m'apporter aussi et que tu peux apporter à la communauté et au groupe privé. Ouais, écoute, justement, moi c'est Rami, j'ai 25 ans. Ça fait maintenant 3 ans qu'on s'est lancé ensemble sur les réseaux. Moi un peu de l'autre côté, on pourra justement revenir un peu plus tard dans la vidéo, un peu parler de nos débuts. Et écoute, aujourd'hui, au départ, on était vraiment que 2, donc c'est vrai qu'on s'occupait un peu de toutes les tâches au tout début de la société. Maintenant, on est 15, donc c'est vrai que maintenant, voilà, moi je chapeaute un peu plus l'équipe avec toi. On s'occupe ensemble des conférences. Mon rôle, on va dire, dans l'entreprise, c'est vraiment de faire la gestion avec nos partenaires, que ce soit les écoles quand on fait des conférences, ou bien même les partenariats, etc. Donc ouais, on parle de moi, je pense qu'on va un peu revenir un peu sur notre parcours. Comme on l'a vu ensemble, en fait, sur YouTube, il y a beaucoup de contenu business, même crypto, où on va vraiment être très sérieux, pousser là-dedans. Nous, on n'est pas là pour faire des podcasts de 3 heures. Justement, on va rajouter un peu de gamification, un peu d'entertainment. Et j'ai commencé justement, j'aimerais bien commencer la vidéo avec un petit jeu pour aussi que les personnes apprennent à te connaître. Bon, il y a surtout des gens de la communauté, mais ça va être intéressant justement de pouvoir faire ça. Donc on nous a préparé des petites questions. Alors, justement, tu vas devoir choisir parmi 2 options, celle que tu préfères un peu à la combini, etc. Et le plus instinctivement possible, tu vas devoir répondre. Voilà, il y a des fois où tu pourras te justifier, d'autres non. Donc on est parti. Donc, on va dire que tu es plutôt Bitcoin ou Ethereum? Plutôt Ethereum par rapport à la capitalisation qui est un peu plus faible, malgré le fait que ça soit la numéro 2. Du coup, pour moi, il y a plus de potentiel sur cette crypto et même au niveau de la technologie, de la blockchain, je suis plutôt Ethereum. Ok, donc si tu veux en choisir une, ce serait Ethereum. Une un peu différente pour les personnes justement qui connaissent pas trop la crypto, c'est plutôt Bitcoin ou altcoin, on va dire top 200, on va dire les petites pépites avec des petites capitalisations, si tu devais choisir vraiment entre l'une ou l'autre. C'est une très bonne question. Je dirais que je partirais plutôt sur le Bitcoin, notamment parce qu'on a pu le voir, et même les membres de la communauté, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire.
Je pense qu'aujourd'hui, depuis ce qui s'est passé avec FTX et les quelques crises qu'on a pu avoir sur l'univers de la crypto, on se rend compte qu'il faut plutôt focaliser sur des projets qui ont vraiment un passé et sur lequel on a des bases très solides. Donc, je partirai personnellement, moi, sur le Bitcoin. Ok. Et en termes d'investissement, si tu devais choisir entre le day trading et le holding, donc plutôt, pour les personnes qui ne connaissent pas, court terme ou long terme? Je suis plutôt quelqu'un d'actif. Pour les membres du groupe privé, ils le savent, depuis 2 ans, on est à fond dans le trading de crypto-monnaie, donc je dirais le day trading, le court terme. Ensuite, rien à voir, hein, plutôt mer ou montagne? Oula, là tu me poses une image, je dirais plutôt mer. Ok. Plutôt Saint-Tropez ou Mykonos, parce que bon, ta spécialité, on sait que c'est la crypto, mais c'est aussi un peu la fête, etc. Oui, c'est vrai que pour ceux qui me suivent depuis un moment, on va dire on l'expose pas forcément sur les réseaux, mais ça serait plutôt Saint-Tropez, là où j'aime bien passer mes vacances l'été. Ok. Ensuite, en termes d'entrepreneuriat, plutôt Musk ou Bezos? J'irais plutôt Musk. C'est une très bonne question. Je préfère Elon Musk parce qu'il a une vision un petit peu. J'ai plutôt une vision comme la sienne, c'est plutôt dans ce sens-là, où j'aime bien diversifier mes investissements, avoir plusieurs sociétés, alors qu'on va dire que Bezos est beaucoup plus axé sur Amazon, un seul mastodonte. Ensuite, un peu plus technique, on revient à la crypto, plutôt portefeuille froid ou portefeuille chaud? Hot wallet, cold wallet? Je dirais plutôt hot wallet. Ouais, portefeuille chaud, parce que je suis quelqu'un de très actif, même dans l'investissement. Du coup, j'ai tendance à bouger mes cryptos d'un wallet à l'autre pour pouvoir investir à droite à gauche. Paris ou Marseille? Là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes de la communauté qui sont à Paris, donc si je dis Marseille, ça va pas le faire. Mais par contre, il y a ton accent qui t'a trahi. Ouais, j'ai mon accent qui m'a trahi. Je suis originaire du sud de la France, donc c'est assez compliqué. Disons Paris et Marseille sur celle-là. Je la joue blanche. Allez, l'OM, moi je vous le dis, c'est Marseille. Il veut pas l'avouer. Bon, maintenant là, c'est des questions un peu plus tendues. Hein. T'as intérêt à répondre correctement. Plutôt brune ou blonde? Alors, si je veux pouvoir rentrer tranquille à la fin de la vidéo, je dirais brune. Ok. Rolex plutôt ou Patek? Rolex. Ah, c'est bien. Bourse ou IMO? IMO. Justement, on pourra en parler peut-être plus tard, mais tu as d'autres activités. Je sais que dans l'immobilier, tu as même peut-être commencé avant la crypto. On va dire 2-3 mois avant la crypto, donc quand c'était en 2016, quand il fallait commencer à avancer dans la vie professionnelle, je me suis mis auparavant dans l'immobilier, même avant de me lancer en crypto. Donc j'ai une vraie passion pour l'immobilier et 2 sociétés d'investissement dans l'IMO. Plutôt travail à distance ou travail au bureau? On va dire la technologie aujourd'hui de la blockchain, des crypto-monnaies, c'est la décentralisation. Donc le travail à distance de loin. Dubaï ou Singapour? Dubaï. Ouais, il faut encore tester Singapour, hein, je pense, mais 2 belles villes. Plutôt spontané ou réfléchi? C'est vrai que je suis quelqu'un plutôt de spontané. Quand je vais avoir une idée, je vais vouloir la mettre en place directement. Tu me dis ce que tu penses. Moi, je suis un peu différent justement, mais on se complète bien. Moi, c'est plutôt réfléchi. Ouais. Quand j'arrive avec une idée, tu me dis oula, calme-toi. On va y réfléchir. Ensuite, les gens comprendront à la fin de la vidéo. Hein. Plutôt mensonge ou vérité? Plutôt vérité. Ok, ouais, bien sûr. Présent ou futur? Futur. Je vois très loin et je suis toujours plutôt projeté dans le futur. Ok. Alors, pour continuer un petit peu, pendant ce podcast, c'est vrai que j'ai fait une story la semaine dernière où j'ai demandé à la communauté, j'ai posé une question pour savoir un petit peu ce que vous voulez voir, ce que vous voulez aborder durant cette première vidéo YouTube. C'est vrai, dorénavant, j'ai vu quand même que vous aviez des questions bien posées. Vous voulez savoir surtout comment est-ce qu'avec Rami, on a pu en arriver là et comment des personnes lambda on a pu avancer et créer justement ce business autour de la crypto-monnaie. Donc Rami, si tu permets, j'ai quelques petites questions pour que tout le monde puisse apprendre à te connaître. Alors, première question pour toi Rami, pour te poser, celle-là c'est ma préférée. D'où viens-tu et quel a été ton parcours pro avant la crypto? Écoute, moi je suis un mec du sud, hein, on va dire, du côté plutôt d'Avignon. J'ai grandi jusqu'à mes 18 ans là-bas. C'est d'ailleurs là-bas où on s'est connus, hein, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, même bien plus, hein, on s'est connus au collège. Donc à l'époque, on était loin de penser qu'on ferait de la finance, encore moins de la crypto, hein, c'était vraiment le tout début à l'époque, on était loin de connaître cette technologie. Ensuite, j'ai fait mes études supérieures, bac S classique, hein, je savais pas trop quoi faire, donc la solution un peu classique quand tu veux te laisser un peu toutes les portes entrouvertes. Mais déjà à l'époque, tu vois, j'étais un peu inspiré, je voyais ce qui se faisait outre-Atlantique, aux États-Unis, moi je suis un grand fan de rap, hein, donc je voyais à l'époque, c'était des entrepreneurs, ils parlaient d'argent, ils osaient vraiment, tu
Tu vois, il n'y avait pas ce tabou comme en France. Ouais, il n'y avait pas de honte. Donc j'avais déjà un peu des idées d'investissement à l'époque, etc. Mais c'était vraiment très vague. Hein. Ensuite, à 18 ans, donc j'ai dû faire mes études supérieures. J'en ai fait une partie à Paris. Et aujourd'hui, on vit aussi un peu en Suisse, donc on fait un peu le triangle, hein, parce qu'on a la société qui est implantée là-bas maintenant, donc entre le sud de la France, Paris, la Suisse. Et voilà. Et dis-moi un petit peu, comment est-ce que tu as découvert la crypto? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce secteur? Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde d'où t'es venue aussi cette idée? Il y a des personnes qui connaissent déjà cette histoire justement, hein, parce que je les renverrai vers le TEDx que tu as fait, qu'on avait préparé déjà un peu à l'époque ensemble. Bon, je vais l'expliquer un peu rapidement quand même pour la vidéo. À l'époque, c'était mon père donc, qui a une société qui s'était fait hacker par des pirates russes. Et donc la demande de rançon, à l'époque c'était en 2016, hein, moi je m'intéressais un peu à la bourse, à l'investissement de manière générale, mais je connaissais même pas encore le Bitcoin, la crypto, et ils demandaient, en fait les pirates, les hackers, une rançon en Bitcoin. Et étant donné qu'on parlait déjà un peu d'investissement, je commence à me renseigner, je vois que c'est un peu comme la bourse, sauf que 2 semaines après, je demande à mon père si ça allait mieux, etc., si la rançon, il comptait la payer. Je regarde le Bitcoin, et en fait, il était passé, je sais pas, de 10 euros à 150 euros. Donc, il avait fait un x10 en 2 semaines. Je me dis, mais en finance, c'est impossible. Justement, je te contacte parce que tu m'avais déjà parlé d'une autre crypto-monnaie. En fait, je me souvenais que tu m'avais parlé de Ripple à l'époque. Tu avais déjà investi dessus. Et c'est un peu comme ça, justement, qu'on est rentré dedans, hein, sur une histoire pas très marrante à la base, mais c'est ce qui nous a permis vraiment de faire partie, on va dire, des premiers, on va dire, même si ça date de 2008, hein, mais bon. Quand même. Et tu me parles justement de ton père qui s'est fait hacker, et c'est vrai que c'est ce qui t'a mis, toi, de ton côté. Après, on viendra aussi du mien juste après. Tu me parles de ton père qui s'est fait donc hacker, et c'est comme ça que tu as entendu parler pour la première fois des cryptos. Dans ta famille, qu'est-ce qu'ils pensent justement de la crypto, du fait que c'est aujourd'hui ta profession? Comment est-ce qu'ils ressentent la chose? Je te demande ça parce que c'est vrai que la crypto peut aussi aujourd'hui avoir une mauvaise presse. D'ailleurs, il y a même une des personnes de la communauté sur Instagram qui a posé la question si c'était légal d'investir en crypto-monnaie. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai besoin d'apprendre. Aujourd'hui, voilà, comment ressent ta famille par rapport à tout ça? En fait, le truc, pour revenir un peu en arrière, c'est que quand on s'est lancé, j'étais encore dans mes études, toi tu avais fini 1 an avant. Mais c'est vrai qu'on s'était lancé, moi j'étais en Master 1, je faisais justement, j'avais connu les joies du salariat, etc. J'étais dans une grosse boîte en cash management, donc je faisais de la finance. Mais à côté, on s'était lancé un peu sur la crypto, parce qu'on avait des amis qui nous posaient des questions, qui nous disaient comment tu arrives à faire ça, etc. On avait fait un petit groupe Telegram, au final, par le bouche à oreille, ça s'est vraiment développé de manière assez importante. Et donc, ça a commencé à prendre de l'ampleur alors que je faisais mes études. Donc, même j'avais pensé à arrêter à l'époque parce qu'on avait déjà fait des beaux gains, on se lançait sur les réseaux, ça marchait déjà pas mal. Du coup, mes parents, moi, ils pensaient que c'était une petite activité à côté, mais je me suis rendu vraiment compte que c'était du sérieux, vraiment à la fin de mon Master 1 où on commençait à faire nos premiers chiffres, etc. Oui, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, au lieu de faire une alternance pour travailler pour un patron et jamais pouvoir atteindre, on va dire, les objectifs que je voulais, hein, parce que on est quand même vite capé dans le salariat. On s'est dit, on a fait le pari assez fou, hein, quand même, de me prendre en alternance. On a fait une petite triche, hein. On a créé une société en France, tu avais pris toutes les parts, parce qu'on peut pas être à la fois salarié en alternance et être son propre patron. Et au final, on s'est lancé à 100%, enfin à 100%, j'avais 20% de cours on va dire, mais même pendant les cours, hein, je bossais surtout sur la crypto. Et ça commençait à marcher déjà dès mon M2 et c'est là que mes parents ils se sont dit, c'est quand même une activité sérieuse, c'est pas juste un hobby. Ta famille a très bien réagi, la mienne aussi, il n'y a pas eu de soucis là-dessus. C'est vrai qu'au final, ce qui t'a fait tout lâcher et partir à 100% dans le business, c'était la transition qu'on a eue tous les deux, c'était durant l'alternance. On a un peu trafiqué pour que tu puisses faire ton alternance avec moi. Et on ressent là dans ce que tu expliques, et c'est vrai parce que je te connais depuis maintenant des années, que tu as toujours eu aussi, comme moi, un mindset d'entrepreneur depuis le début. Et on l'avait su même très tôt qu'on voulait travailler, on va dire, pour nous-mêmes directement. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu, en crypto-monnaie maintenant, vu que tu avais déjà investi, tu fais partie aussi des early investors, quelles sont tes pires pertes et les plus beaux gains que tu as pu faire justement jusqu'à aujourd'hui? Écoute, à l'époque, je pense que tu les connais, hein. J'ai pas envie de citer même pour leur faire de la pub, mais c'était des cryptos vraiment où c'était des shitcoins, des grosses arnaques, où on voyait le cours exploser à la hausse. C'était sur la nouvelle série là, à l'époque.
comment ça s'appelle? Ouais, c'était Squid Game, voilà, c'était une crypto Squid Game, Squid Crypto, je sais même plus laquelle. Et au final, on avait quand même investi, je crois que moi plus que toi, parce que à l'époque, toi, t'avais déjà pas mal investi dans d'autres cryptos. Et moi, j'avais vu le truc, ça faisait monter. J'avais dû faire avec 1000 euros, genre 500 000 euros. Je me dis, ouais, c'est un truc de fou. Et au moment de retirer, je me dis, bon, à l'époque, on avait quand même une mini-éducation financière. Quand même, je souhaite de retirer mes cryptos et je vois que c'est impossible. En fait, ils avaient bloqué dans le smart contract la possibilité de retirer ses gains. Donc, ça faisait qu'augmenter parce que du coup, tout le monde pose, investit de l'argent dessus. Et personne ne pouvait sortir. Et est-ce que tu regrettes un peu ces investissements que tu as pu faire, les mauvais investissements dans les shitcoins? Est-ce qu'il y a eu un moment, à cause de même des shitcoins, tu as pensé à arrêter l'activité en crypto? Non, franchement, justement, ça c'est quelque chose où on se rejoint pas mal parce que c'est vrai qu'il y a des points où on est assez différents, on se complète justement dans la société, c'est ça qui est vraiment pas mal. Mais on va dire que j'ai jamais douté, hein. Franchement, je pense que toi non plus, on se complète pas mal là-dessus. Oui, on n'a pas forcément le même tempérament, on n'a pas forcément les mêmes opinions, que ce soit pour le business ou même dans la vie de tous les jours, et aussi sur des projets de crypto, mais c'est le fait qu'on ait des avis divergents et des avis bien fondés aussi, qui permettent d'apprendre à travailler ensemble et qui font aussi qu'on ait une bonne équipe. Une bonne équipe tous les deux. Hein. Bah, ça fait une transition qui est toute faite, hein, parce que justement, je crois que Marie nous a préparé un deuxième mini-jeu hein, pour un peu poser des questions sur qui est le plus, voir notre tempérament, qui est le plus tel ou tel. Vous connaissez le jeu, donc je te laisse nous poser les questions. Qui est le plus calé en technologie et blockchain pure et dure? Moi. Ça commence. Alors je dirais, Rami, on va dire que tu as une connaissance plus importante sur la partie finance d'entreprise et finance de marché. Moi, j'ai fait des études avec un master en blockchain à la fin. Donc on va dire qu'au départ, toute la partie blockchain pure et dure, c'était ma partie. Mais au final, avec toute la partie maintenant gestion d'entreprise, etc., j'ai un petit peu aussi décroché. On a embauché aussi avec Rami des ingénieurs blockchain, des analystes et tout. Donc on va dire que je laisse un peu cette partie-là de côté. Et Rami depuis s'est formé, donc je dirais non, que en termes de blockchain, c'est sûr que je pense que tu avais une longueur d'avance, mais technologie, etc. Sur technologie, par contre, c'est sûr et certain que c'est sur technologie, c'est Rami de loin. Qui est le plus spontané? Moi. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours plein d'idées très spontanées. Ah ouais, la moindre idée, j'appelle Rami. Rami, j'ai l'idée du siècle, viens. Et il me dit, oula, calme-toi, c'est quoi? Donc ouais, je suis beaucoup plus spontané. Rami est beaucoup plus réfléchi. Le plus créatif? Rami. Ouais, c'est souvent moi qui vais avoir un peu les idées pour des formats, etc. Bah, comme je le disais tout à l'heure, hein, je m'occupe aussi pas mal des réseaux sociaux, donc ouais, on va dire que... Oui, graphisme, création, tout, ça c'est plutôt ta partie, en effet. Le plus kiffeur? Ça dépend où. C'est vrai que ouais, on va dire 100% du temps c'est moi. Après, si on met Rami dans le contexte un petit peu rap, US, etc., Rami peut vite me surmonter. Le plus ambitieux? Je dirais pareil. Ouais, franchement, on a une vision vraiment... Très long terme et tant qu'on n'atteint pas nos objectifs, on n'arrête pas. Qui prend le plus de risques dans ses investissements? Moi, j'ai tout essayé. J'ai essayé les shitcoins, j'ai perdu beaucoup d'argent en trading ou en crypto auparavant. Après, j'en ai gagné beaucoup plus. Mais c'est vrai que j'ai pris tous les risques possibles. Mais c'est d'ailleurs aussi ça qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir éduquer, de former autant de personnes en crypto-monnaie parce que je connais toutes les erreurs qu'un débutant peut faire. Ouais, moi à l'époque, je suis resté très longtemps en compte démo justement. Bon, c'était toi qui m'avais dit un peu, bon, c'est bien quand tu es mineur, etc., le compte démo, mais à un moment, il faut se lancer, même avec un petit capital. Donc, ouais, clairement, c'est toi le plus foncé. Ouais. Qui est le plus drôle? Ouais, c'est pareil, ça à peu près pareil. On va dire que quand moi, toi tu vas être plus spontané avec des gens que tu connais pas, moi je suis plus. Une fois qu'on me connaît, je commence à être un peu plus blagueur. T'es beaucoup plus sociable que moi, en effet. Ça. Qui a le plus gros portefeuille? On va dire que c'est toi quand même. Oui, en termes de crypto. Ouais, en termes de crypto, oui. Ouais. C'est vrai, mais c'est parce que j'avais commencé quand même un poil avant toi aussi et j'avais pu miser sur des cryptos dont on parlait tout à l'heure, tu parlais du Ripple, tu n'avais pas forcément investi dedans et c'était un de mes plus gros gains où on a fait, j'avais investi moi en 2016 entre Ripple, ADA, Bitcoin et Ethereum. J'ai fait sur chaque crypto entre x30 et x100. C'est là surtout où ça a pris, on va dire, il y a eu une petite différence qui s'est faite. Après, sur la partie, pour parler analyse aussi, il faut savoir que c'est quand même moi, malgré toutes les personnes qui peuvent travailler avec nous et que je remercie aussi. Et pour ceux qui sont de l'autre côté de la caméra, vous connaissez sûrement, ceux qui sont dans le groupe privé, donc Kylian, François, etc., qui travaillent avec nous maintenant depuis 2 ans.
C'est vrai que malgré toutes les personnes qui sont avec nous, c'est encore moi qui continue à faire les analyses techniques et fondamentales, la partie trading, alors que je pourrais très bien le déléguer, parce que c'est quelque chose aussi qui me passionne et sur lequel j'adore vraiment être en avant. C'est qui le plus gros mytho? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est plutôt moi. Pourquoi? Parce que, en fait, comme on le disait tout à l'heure, tu es beaucoup plus sociable que moi. En fait, je me suis rendu compte que depuis que je me suis mis vraiment à fond dans la crypto, ce qui s'est passé, c'est que comme on est quand même dans un univers, il faut le dire, un peu de requin, j'aime pas forcément les personnes et les différents acteurs qui sont dans la crypto. C'est pour ça d'ailleurs que, on m'appelle souvent Monsieur Sérieux en crypto quand je vois sur les commentaires des posts, etc. Et j'aime pas forcément faire des podcasts. Rami me dit souvent, viens, on fait un podcast avec cette personne, et aussi dans la crypto. Et j'ai tendance à lui dire, non, Rami, je peux pas, etc. J'essaie toujours d'éviter un petit peu ce genre de choses. Donc c'est vrai que Rami est plus sociable que moi là aussi. Moins mytho. Non, en vrai, il y a de l'honnêteté vraiment dans les deux sens, mais on va dire que même quand t'es arrivé ce matin, quand tu me dis que t'es là dans 2 minutes. Oui, je suis à l'enseigne, ça veut dire que j'arrive quoi. Qui est le plus actif sur les réseaux sociaux? Rami. Ouais, bizarrement, c'est moi, alors que c'est Thibaut qui s'est mis en avant. À l'époque, même au tout début, vraiment, quand c'était lancé, de base, ça devait être éventuellement moi qui me mettrais sur le devant de la scène, parce que c'est moi qui suis le plus à l'aise avec les réseaux sociaux. J'y connaissais absolument rien, mon réseau social. Hein. Au final, ouais, c'est toujours moi qui te pousse, qui dit vas-y, montre plus un peu ton quotidien. C'est vrai, et je reçois souvent des messages, c'est pour ça qu'on m'appelle Monsieur Sérieux, c'est parce que, en fait, aujourd'hui, la seule chose que je partage sur les réseaux, c'est pas mon train de vie, c'est que mes investissements en crypto et un côté apporter de la valeur et le côté éducatif également. Par contre, Rami, lui, oui, c'est vrai que tu as plus tendance à passer du temps sur les réseaux, regarder un peu ce qui se fait. Et c'est pour ça aussi que c'est toi qui t'occupes un petit peu de toute la partie RP, presse, etc. C'est qui le plus organisé? Franchement, on a des progrès à faire tous les deux, mais je pense plus toi quand même. Ouais, on a des progrès quand même à faire tous les deux, notamment avec au plus on a de personnes qui travaillent avec nous et de collaborateurs, au plus on est obligé de devenir sérieux. Et c'est d'ailleurs ça que j'ai quand même kiffé chez toi justement, parce que pour moi c'est important d'avoir un associé qui est complémentaire, comme on le disait tout à l'heure, et c'est grâce à ça qu'on avance. Et ça permet surtout de faire une transition sur la partie suivante. C'est une question que vous m'avez posée dès le départ. C'était la première question que vous m'avez posée semaine dernière pour connaître les débuts de Thibaut Crypto et également de Rami. Donc je vais laisser aussi un peu introduire Rami sur comment est-ce qu'on en est arrivé à là. Et comme ça, vous allez comprendre tout le chemin qui est franchissable, parce que c'est vrai que ça a été compliqué. Mais il faut comprendre aujourd'hui que via notre parcours, le parcours qu'on a eu est un peu atypique, mais tout le monde peut avoir le même avec un petit peu de motivation. Ouais, pour revenir au départ, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient quand même assez souvent. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque justement? On avait investi, comme j'avais pu le dire, assez tôt en 2016. On avait eu nos premiers résultats. Ouais, on n'était même pas majeur, on faisait des investissements en compte démo. Moi, j'avais même réussi à gratter 200 € à ma mère pour mettre sur un compte de trading. Je lui avais dit, maman, c'est une révolution, etc. Regarde, en démo, j'arrivais à gagner de l'argent. Elle m'avait donné 200 €, je me rappelle. J'étais comme ça et je les ai tous perdus dans la journée. Elle avait eu raison d'hésiter à l'époque. Ah ouais, vraiment. Mais donc ouais, c'est vrai qu'on a commencé assez tôt. Après, justement. Après, c'était vraiment le déclic, c'était ton père, toi de ton côté, parce qu'il faut comprendre qu'au départ, on va dire c'était vers 2016, on avait quand même un parcours séparé parce que chacun était dans sa branche, toi dans la partie finance, moi hôtellerie, c'est après que j'ai rejoint la partie blockchain durant mes études en Espagne. Ton père, le déclic toi principal, comme on le dit tout à l'heure, je pense que c'était le hacking avec ton père. Ouais. Moi, c'était le fait que au fond de la classe, quand j'étais à l'école en 2016, j'investissais avec des amis, c'était sur la plateforme à l'époque eToro, c'était une des premières plateformes où on pouvait investir. J'avais investi sur quelques cryptos comme ça pour rigoler parce qu'on n'écoutait pas du tout. Et d'ailleurs, quand j'ai retrouvé un petit peu les comptes eToro, ça m'a fait bizarre parce que j'ai remarqué qu'on avait trouvé des cryptos à des prix imbattables, des Ethereum à moins de 50 $, un Bitcoin à moins de 1000 €. Enfin, c'était vraiment impressionnant la chance qu'on avait à l'époque et on ne se rendait pas compte aussi de l'explosion qu'on pourrait avoir justement 8 ans après aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand tu es là au bon endroit au bon moment, il n'y a pas besoin d'être un trader pro, hein. Tu achètes toutes les cryptos, n'importe lesquelles, à partir du moment où le projet survit, vu que c'était il y a quand même bientôt 7-8 ans, clairement les cryptos étaient moins chers à l'époque.
On a été assez intelligent pour récupérer une partie des bénéfices, mais quand même laisser sur du long terme parce qu'on avait cette vision-là. Après, il y a eu quand même une petite traversée du désert, on va pas se mentir, parce qu'il y a eu à la suite le confinement, bon, il y a eu la grosse chute des cryptos. Et toutes les arnaques qui commençaient, et c'est là où justement on s'est dit un soir, je suis venu te voir et je t'ai dit, Rami, c'est vrai qu'on avait déjà un petit groupe WhatsApp, on était une centaine avec des amis de ton côté de ton école, des amis de mon école. On partageait, on boursicotait, on investissait un petit peu à droite à gauche, on se partageait quelques tuyaux. Mais quand on a vu tous les arnaqueurs qui avaient justement tout ce qui se passait aussi avec les shitcoins, les NFT sur les réseaux sociaux durant le Covid, où tout le monde était chez soi, il y a un soir, je m'en rappelle comme c'était hier, je te dis, Rami, j'ai une idée, il faudrait qu'on se lance sur les réseaux sociaux pour montrer le sérieux et surtout apprendre et démocratiser la crypto à plus grande échelle. Et tu as eu une seule réponse, tu m'as dit, let's go. Let's go, on a commencé à mettre tout ça en place c'était à peu près, je dirais, fin 2020. Et toi, tu finissais quelques mois après ton premier diplôme. C'était d'ailleurs que tu avais fait déjà, c'était en finance. Ouais, c'était finance d'entreprise, banque d'investissement, etc. Donc c'était un peu toute la partie investissement. Finance un peu plus traditionnelle. On avait eu même des cours à l'époque, blockchain, etc. Bon, c'était vraiment léger, mais on va dire que ce qui nous différencie de la plupart des gens, c'est qu'on parle souvent du fait qu'il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur. Nous, justement, pendant cette longue période où les cryptos allaient mal, de 2016 à 2020 à peu près, justement, on a vraiment continué à y croire. On a poussé nos recherches sur la blockchain, sur les technologies et compagnie. Et on n'a pas eu justement ce syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a beaucoup, j'entends des podcasts, des gens qui disent oui, il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur, il faut se lancer même quand on n'a pas de compétences. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce concept-là, parce que bon, ça a donné ce que ça a donné. Beaucoup de gens qui parlent et qui connaissent rien, juste qui vendent du rêve et compagnie. Donc nous, on a eu de la chance justement de se lancer. Si j'ai dit let's go, c'est qu'à l'époque, justement, on offrait déjà nos services à des entreprises. Donc clairement, ce qu'on a proposé ensuite sur les réseaux, c'était quelque chose de beaucoup plus léger. Oui. On apprenait un peu le b.a.-ba de la crypto-monnaie. Après, on a pu justement proposer des choses de plus en plus compliquées, de plus en plus intéressantes. Mais justement, en fait, moi, je me suis dit, ouais, c'est clairement le moment de se lancer, parce que quand on voit ce qu'il y a sur le marché à l'heure actuelle, on peut vraiment révolutionner. Oui, et on peut dire que sur Instagram, on faisait partie des premiers à se lancer, voire les premiers à se lancer en crypto à l'époque, donc fin 2020. Il y avait très peu de personnes encore qui parlaient de crypto sur Instagram. Alors sur YouTube, bien sûr, c'était oui, ou sur YouTube, etc. Ça, ils étaient tous très très connus, mais sur Instagram, on avait décidé donc d'être de commencer en crypto là-bas parce qu'on était les premiers. Le plus dur, de toute façon, même au lancement, et quand on avait pu parler ce soir-là, c'est de savoir un petit peu son positionnement aussi. C'est le positionnement d'une entreprise, de toute façon, c'est certainement le plus important. Et on a décidé au final de rester naturel, c'est-à-dire sérieux, le côté qu'on avait déjà, travailleur, lifestyle, business. On est toujours resté naturel et au final, c'est ça qui a permis de fonctionner. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions justement, mais on fera un épisode vraiment dédié à la création d'entreprises, comment bien gérer les entreprises, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, on était vraiment que deux, on s'occupait de tout. À savoir, moi je faisais les petits montages vidéo à l'époque, et TikTok, quand on regarde les premiers, bon, on en a mis beaucoup, soit en supprimé, soit en archive. Il faudrait peut-être mettre des extraits pour voir la différence, comment tu étais à l'aise à l'époque. Mais toi déjà, comme on disait, tu as l'esprit fonceur, donc t'as pas hésité une seule seconde, tu as dégainé directement ton téléphone, tu as commencé à te lancer. Moi je faisais les petits montages, on répondait aux gens justement qui souhaitaient intégrer notre groupe privé, etc. Mais ce qui a fait vraiment notre évolution, c'est de se dire après, let's go, on commence à embaucher, on commence à déléguer. Oui, en fait, c'est vraiment aller très très vite, comme on le dit. Le déclic, toi, c'était de ton côté, au final, venir me voir quelques mois après, début 2021, et me dire Thibaut, je veux faire mon alternance avec toi, on avance comme ça. Là, moi, j'étais stupéfait. Et est-ce que tu te rappelles, quelques mois après, je t'ai fait une surprise. J'ai acheté avec une partie des fonds que j'avais gagnés un bureau dans lequel on s'est installés tous les deux et dans lequel on a commencé à tourner nos premières vidéos. En plus, la première réaction quand je t'ai amené dans les bureaux qui faisaient 130 mètres carrés, tu m'as dit Thibaut, qu'est-ce qu'on va faire tous les deux dans ces bureaux? Et j'avais déjà une vision long terme. Je te disais, Rami, tu verras, plus tard, on aura des bureaux à Genève ou à Londres ou à Dubaï. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc tout est allé vraiment
très vite. On s'est retrouvé à bosser à deux, comme tu disais tout à l'heure, à recevoir des centaines de messages. On bossait de nuit comme de jour. Hein. Et au final, petit à petit, durant l'année 2021, on a commencé après à embaucher, 6 mois après à peu près, fin 2021, je dirais, on a commencé à embaucher 6-7 personnes. Donc il y avait des analystes, dont Alexandre, ingénieur blockchain, trader, Kylian, commercial, responsable aussi groupe privé. Tout est allé au final quand même assez vite, surtout pour pouvoir accompagner au mieux la communauté et pour pouvoir répondre à toute la demande à laquelle on ne pouvait plus répondre que tous les deux. C'est vrai que dans le domaine, il y a quand même pas mal de solopreneurs, on parle beaucoup de ça justement dans les podcasts, entrepreneuriat, etc. Mais t'es vite capé, on va dire. C'est bien pour se lancer, on peut dire qu'on n'a jamais fait de soloprenariat parce que on était directement deux, mais dans le sens où à un moment donné, il faut avoir ce déclic-là et se dire tu vas toujours réinvestir cet argent-là qu'on commençait à faire dans l'entreprise, dans de la masse salariale supplémentaire. Ça fait des charges fixes un peu importantes au départ, tous les jours. Il y a beaucoup de questionnements, mais on a foncé et au final, c'est ce qui a fonctionné et ce qui nous a permis vraiment de devenir ce qu'on est aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais le but c'était de façon de pouvoir investir dans des personnes qui peuvent aussi accompagner en plus de nous le groupe privé, donc ça a toujours été notre priorité et merci à toutes les personnes aussi du groupe privé qui peuvent nous regarder aujourd'hui sur ce format un petit peu plus long. Ensuite, c'est vrai qu'en 2022, parce que là je parlais surtout de l'année 2021, au moment où on avait embauché ces 6-7 personnes, ensuite quand on a continué 2022, on peut dire que on a été beaucoup plus focus sur une partie qu'on ne connaissait pas. Nous, on a toujours été donc dans la partie financière. 2022, on s'est penché plutôt sur la partie marketing, vu que c'était les réseaux sociaux, etc. Et on a décidé de créer Coin Agency, qui est notre société en interne de marketing, où on a embauché 5-6 personnes, des designers, des graphistes, des CM, vidéastes, graphistes, monteurs, pour nous aider justement à avoir une meilleure évolution aussi sur les réseaux sociaux. Et en même temps que ça, en 2022, c'est là qu'on a eu notre vraie vie d'entrepreneur, parce que c'est là où les soucis ont pu commencer, hein, la crypto qui commençait à battre de l'aile, mi-2022. Les membres du groupe privé, on était déjà 1250 personnes qu'on accompagnait au quotidien avec toute l'équipe Thibaut Crypto, qui nous demandaient « Thibaut, on aimerait faire quelque chose aussi en annexe parce que les crypto-monnaies c'était assez long à prendre. Hein. Comme on investissait notamment que sur le long terme au départ, 2022 ça a été on était sur un cycle très court. Donc on a décidé de se lancer mi-2022 sur la partie trading de crypto et c'est ça qui a permis après notre explosion sur 2023. Comme tu le disais à l'époque en holding, c'est-à-dire qu'on avait un marché qui était explosif, on était en plein bull run jusqu'à fin 2021 et ensuite ça a commencé, comme tu le disais, à battre de l'aile. Et c'est là où on s'est dit, très certainement, selon nos analyses, selon nos analystes et compagnie, ça risque de continuer à chuter pendant un moment. Donc, soit on continue d'acheter à perte, soit on se dit, il faut quelque chose d'un peu plus dynamique. Et là, on s'est dit, il faut rentrer dans l'investissement actif. Et on a eu cette transition-là qui nous a vraiment sauvés parce qu'on a pu voir que quand même la période, la longue traversée du désert des cryptos, ça a duré jusqu'à à peu près il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Hein. Donc, on s'est mis dans du trading actif et en fait, la plupart des gens le savent pas forcément, mais quel que soit le marché, même si ça chute, s'il y a la plus grande crise au monde, grâce justement au trading, on peut shorter le marché, c'est-à-dire parier sur la baisse. Et c'est à ces moments-là qu'on a pu justement commencer à avoir des très bons résultats malgré le fait que le marché était vraiment dégueulasse. Et c'est là aussi où on s'est vraiment différencié d'autres personnes clés aussi dans le secteur de la crypto, c'est de pouvoir s'adapter nous en trading et de proposer quelque chose aussi d'alternatif dans le domaine de la crypto-monnaie. Et ensuite, c'est sur 2023, là ça a été, on va dire, le développement avec 3000 membres aujourd'hui dans le groupe privé, des plateaux télé, des interviews qu'on peut faire très souvent, notamment TEDx en ce début d'année, la création de notre fonds d'investissement, l'application, le centre de minage, l'accompagnement des sociétés. Donc en fait, 2023, ça a vraiment été, on va dire, le gros boom et on attend 2024 avec grande patience. Ouais, avec impatience plutôt. Oui, avec impatience. Impatience, parce que forcément, on vous le rabâche tout le temps, mais l'arrivée du halving, une grosse probabilité que le bull run ce soit cette année, donc clairement, ça va être encore une étape supérieure dans notre évolution, parce que quand on voit qu'on marchait aussi bien avec un marché vraiment, un marché financier, même de manière générale, et surtout le marché des cryptos qui allait très mal, alors dans un bull run, clairement, ça va être une année un peu charnière. Et justement, on commence à se développer encore plus à l'international, parce que c'est vrai qu'on touche toute la francophonie. On est installé en France, en Suisse. Et en 2024, justement, c'est des questions qui sont revenues quand même assez souvent de la part de la communauté, parce qu'on était il y a quelques semaines
à Dubaï, on va lancer, en tout cas moi je vais m'occuper de cette partie-là, toi tu resteras entre la Suisse, la France, tu viendras me voir quand même régulièrement, mais un fonds d'investissement donc à Dubaï. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de questionnements sur Dubaï, notamment Thibaut, est-ce que tu vas t'installer là-bas? Attention, là-bas c'est on va dire la place des arnaqueurs, etc. Il y a beaucoup de mythes sur Dubaï, on a décidé aussi d'y aller pour voir un petit peu et démystifier un petit peu tout ça. Ouais, ce qu'il en était. Parce que c'est vrai que, bon, par rapport à ton image, justement, où on montre pas trop de lifestyle et compagnie, c'est un peu l'opposé de ce qui existe sur les réseaux. Donc, ouais, on a reçu beaucoup de questionnements, des gens qui étaient même déçus au départ. On a un peu joué là-dessus au départ. Et ouais, en fait, au final, les gens ont compris. Hein, je me rappelle sur les réseaux, j'avais dit, bon, Thibaut, viens, on fait vraiment tous les clichés Dubaï, on loue la Lamborghini, le yacht, etc. Et au final, bon, on le faisait avec un peu d'autodérision. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu beaucoup de questions là-dessus, justement. Bon, j'essaie de les reprendre. Hein. Pourquoi est-ce qu'on y allait? Bon, c'est comme j'ai pu le dire un peu auparavant, c'est parce que justement là-bas il y a pas mal d'opportunités pour, en termes d'investissement, pouvoir justement lever des fonds pour justement notre futur fonds qui est en train d'être mis en place. Mais ça, ce sera l'objet peut-être d'une autre vidéo encore une fois. Après, les aspects un peu qu'on a moins aimés. C'est quoi que tu as kiffé le plus, toi, à Dubaï? Bah, moi, c'est le fait que justement les gens ils sont beaucoup plus ouverts là-bas, parce que comme on le disait, hein, là-bas pour pouvoir un train de vie quand même correct, il faut quand même déjà être successful dans des business qui sont un peu parfois bizarres hein, quand tu rencontres les gens. Ils sont très ouverts, en effet, ils sont très uniques aussi. On aurait pu parler avec des personnes qui vendaient des nappes en papier à l'international. C'était impressionnant. Chacun il y avait tout type de business bizarre, et que des personnes qui étaient successful et c'est vraiment très enrichissant et c'est ce que j'ai adoré sur le côté de Dubaï. Ouais, non, clairement. Après, moi, ce que j'ai moins aimé, bon, c'est peut-être le côté un peu bling-bling à outrance, même si, bon, forcément, c'est sympa. Hein. Et qu'est-ce que tu peux dire sur les mythes, justement, de Dubaï? Bah, y en a qui sont vérifiés, hein, clairement. On a même pu croiser, hein, que ce soit dans des événements, dans des fêtes, etc., des personnes où bon, on partage pas forcément les mêmes valeurs, des gens qui ont fait des rug pulls, des arnaques NFT, etc. Clairement, ils sont là-bas, mais comme on le disait, il y a même des entrepreneurs à succès qui ont fait les choses correctement. Donc, en fait, il faut voir. Ce qui est bien là-bas, ce que j'aime bien, c'est que en fonction de la vie que tu désires avoir, soit tu peux avoir une vie de fou furieux, claquer ton argent comme un malade, etc. Bon, souvent les gens, ils restent un an et après ils ont plus, voilà, ils perdent toutes leurs plumes et ils retournent après en France. Mais tu peux vivre aussi très calmement dans des bonnes conditions. Tu as un service qui est pas si cher que ça, justement. Ça c'est un peu les mythes aussi. Hein. Je pense que en comptant le fait, on va pas se mentir, hein, que fiscalement c'est quand même plus intéressant. Oui, bien sûr aussi. Si tu vis une vie normale, tu peux même t'en sortir limite moins cher qu'en France. Il y a des belles opportunités même en IMO. Hein. On était quand même là-bas, on a visité pas mal de biens immobiliers parce que, bon, comme on le dit tout le temps, la crypto c'est important, c'est vraiment un levier, mais il y a toujours aussi la diversification. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et en termes d'IMO aussi, il y a des belles opportunités. Et je pense pour conclure qu'il faut surtout terminer ce podcast en disant que la diversification c'est la clé. Et surtout, c'est la clé aussi en crypto-monnaie. On voit beaucoup, je comptais en parler parce que je vois très souvent des personnes qui surdiversifient leur portefeuille crypto ou du coup qui ont un portefeuille beaucoup trop sécurisé, qui n'est pas assez dynamique. Ou des fois, à l'inverse, je vois des personnes qui sont sous-diversifiées, donc beaucoup très dynamique mais pas assez sécurisé. Aujourd'hui, vraiment la clé, et ça c'est la question que j'ai le plus souvent sur les réseaux sociaux, c'est comment obtenir des résultats en crypto. C'est avec une bonne diversification. Et j'aimerais conclure vraiment sur cette phrase-là. Ça a été notre toute première vidéo, donc déjà je voulais vous remercier. J'attends vraiment des retours de votre part en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche juste au-dessus. Et comme vous l'avez compris, c'est vrai que vous attendez tous la surprise certainement. Notre métier aujourd'hui, c'est d'investir tous les jours. On partage tout ça gratuitement aussi sur notre groupe privé. Et pour fêter notre arrivée sur YouTube, on va offrir 500 € à l'une des personnes qui s'est abonnée, qui a liké la vidéo et qui nous a envoyé les preuves sur Instagram. Et le gagnant sera annoncé une semaine après la publication de la vidéo dans ce fameux canal Instagram dont le lien, vous le retrouverez en bio. Merci à tous pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à maintenant et à bientôt.